Bienvenue à toutes et à tous sur Art et Emploi, le podcast qui met l'art au service de l'emploi. Alors aujourd'hui, je reçois une personne atypique. Ce genre de personne qui peut agacer, au contraire, attirer, tant elle ne laisse personne indifférent par sa capacité à être là où personne ne l'attend. Elle ne manie pas la langue de bois, comme vous avez pu le voir, et elle assume ses convictions, donc autant dire des personnes comme je les aime. Une personne que j'ai découverte en octobre de l'année dernière, lorsqu'elle m'a invité à plancher lors de son premier festival RH qu'elle a créé sur le principe des festivals de musique. Une idée sincèrement un peu folle, mais qui a fait un carton. J'accueille Maude Grenier, fondatrice du Temple RH. Bonjour Maude. Bonjour Didier. Je suis très heureux de te recevoir. Comme nous l'avons fait avec notre exposition Gueule de l'emploi, tu as créé un ovni avec ton festival. Tu as une ambition folle avec le Temple RH. Et l'idée, évidemment, c'est que tu nous expliques comment t'es venue cette idée de t'inspirer de l'univers musical, pour faire danser les RH. Et c'est au propre comme au figuré, bien évidemment. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes. Tu as travaillé pendant une dizaine d'années comme RH avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, en deux mots, ta vie, ton œuvre, Maude. Écoute, merci pour l'invitation et pour cette description. J'aime bien le côté où tu dis, voilà, elle énerve comme elle inspire, puisque c'est quand tu as des convictions propres, c'est toujours le cas. Mais moi, en tout cas, je suis un pur produit des RH, donc je suis de Charente, d'un milieu agricole. Et donc, c'est vrai que j'avais pas forcément d'ambition quand j'étais jeune. Et je suis allée dans la marmite du recrutement et des ressources humaines, en tout cas assez jeune, grâce à l'apprentissage qui m'a vraiment montré le métier. Et puis après, j'ai fait carrière dans des startups et dans des scale-up à Bruxelles, à Londres et puis à Paris. Et puis il y a 4 ans, je pense qu'en beaucoup de personnes pendant le Covid, j'étais en Andalousie, à Marbella. Et c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as envie de faire tes 10 prochaines années? Et je me suis dit, lance-toi dans l'entrepreneuriat en tant que consultante RH. Et puis il y a 1 an, les sujets de marque employeur, les sujets en tout cas de prise de parole sur les réseaux sociaux, de formation des RH m'ont animée, et c'est comme ça que j'ai créé en tout cas le Temple RH avec la vision d'être en tout cas le centre de formation dédié pour les RH, puisque en 15 ans d'expérience en tant que DRH, je me suis formée une fois, et donc on pense toujours avant aux autres, avant de penser à nous, et nous au Temple, on veut vraiment être cet organisme, cet écosystème où on va prendre soin des RH par l'information et par la formation. La fameuse solitude du RH qui malheureusement s'avère dans beaucoup d'entreprises. Les RH s'occupent beaucoup des gens, mais peu de gens s'occupent d'eux, effectivement. Exactement. Donc là, je pense que tu as un bel avenir avec le Temple RH. Alors justement, quel regard tu portes aujourd'hui sur ce milieu RH ? Ouais, j'ai un regard double, j'ai un regard de bienveillance, c'est-à-dire que les RH, en fait, il y a une des douleurs des RH, c'est le temps. Quand on parle avec une DRH ou une RH ou un RH, j'ai pas le temps. Les RH n'ont jamais le temps, en tout cas, de faire les choses. Donc j'ai un regard de bienveillance parce que parfois, en effet, on peut faire des erreurs, on peut, et donc j'ai pas envie de bâcher les RH comme on peut voir de temps en temps, en tout cas sur les réseaux sociaux. J'avais fait une vidéo de TikTok qui avait buzzé plus de 150 000 likes et les retours étaient juste horribles envers la fonction RH. Et donc c'est juste dire en fait que parfois, on n'est pas bien formé, on n'a pas forcément les bonnes informations, et donc c'est pas non plus l'objectif de bâcher et de pointer du doigt. Donc j'ai envie d'avoir un regard vraiment de bienveillance au niveau des RH, mais aussi d'exigence. C'est-à-dire que on est en tant que RH, on est pour moi les architectes en tout cas d'un monde du travail inclusif, performant, positif, et donc on a ce rôle-là, en tout cas en tant que RH, et donc on doit être des rôles modèles aussi dans les entreprises, et on doit en tout cas porter, je trouve, cette vision de l'entreprise, et parfois taper un peu du poing sur la table, de vraiment se positionner, d'affirmer en tout cas nos opinions, et je veux croire que la fonction RH porte et portera en tout cas ce rôle dans les prochaines années. Écoute, je partage ta vision et espère qu'effectivement elle le portera, parce que c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas métier plus important aujourd'hui dans l'entreprise que la fonction RH. Tout à fait. Parce que beaucoup de dirigeants et d'économistes mettent en avant les grandes mutations technologiques,
à la pointe de laquelle il y a évidemment l'intelligence artificielle, mais les vraies mutations profondes sont des mutations humaines, sont des mutations sociologiques, de comportement. Et là, qui mieux que le RH pour accompagner le dirigeant? Parce que la plupart des dirigeants sont quand même assez paumés par rapport à ces mutations. Ils sont formatés par leur vision, je dirais, assez stéréotypée de l'humain, des organisations, alors que, heureusement d'ailleurs, les humains, et notamment la génération Z, etc., beaucoup plus complexes qu'on ne peut l'imaginer. Et donc, à cette complexité, il faut effectivement des équipes RH fortes et solides. Et c'est de se dire, en fait, que la doctrine de Friedman, c'est terminé, en fait, où le seul objectif d'une entreprise, c'était la liberté financière, le profit. Aujourd'hui, une entreprise, c'est plus que ça. C'est du social, de l'environnemental. Et donc, c'est aussi à nous, en tant que RH, d'être les impulseurs de cette vision du monde de demain, parce que nous, génération... après, faut attention aux stéréotypes des générations, mais moi, génération Y, parfois, et c'est pour ça que j'aime me challenger parfois avec des DRH de la génération X ou des boomers, c'est qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a raté en fait dans la fonction RH pour qu'aujourd'hui, nous, on a un héritage de cette fonction-là, qui est assez malgré tout désastreuse. Les salariés, on a une vraie crise de confiance aujourd'hui de la fonction RH de la part des salariés. C'était une dernière étude notamment de Segos où les salariés avaient une note de confiance de 5,5 sur 10 de leur RH. Ils faisaient plus confiance à leur manager qu'à leur RH. Et donc, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a raté. Et nous, en toute bienveillance avec nos aînés, avec cette génération-là, parce que la transmission des savoirs est cruciale dans la fonction de DRH. Et moi, j'adore parler avec des DRH de la génération X. Et comment nous, ma génération, va pouvoir recréer ce lien de confiance, tout en ayant en effet les intérêts de l'entreprise, mais aussi les intérêts des salariés, parce que c'est grâce à eux qu'une entreprise va être performante, va être une entreprise un collectif, être aussi bienveillante, positive, inclusive. Et donc, il faut recréer ce clin-là. Et nous, notre génération, on est vraiment entre ces deux générations, X et Z. Et c'est de se dire comment on va pouvoir un petit peu réconcilier tout le monde sur cette fonction-là. Donc, on a un sacré rôle à jouer là dans les prochaines années. Alors, tu sais, le podcast Arrêt Emploi met l'art justement au service de l'emploi. On essaie de faire ces pas de côté, qui peuvent d'ailleurs accompagner cet éveil que tu appelles de tes voeux. Oui. Comment t'es venue l'idée de créer ce festival RH sur le modèle des festivals de musique? Parce que c'est vrai que toutes les conventions, les congrès RH, et Dieu sait qu'il y en a, c'est un peu tout le temps la même chose. Tout à fait. En fait, c'est de se dire... Une entreprise, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre d'un visionnaire, d'une chef d'entreprise. Et une entreprise, ça mélange le chaos et le raisonnable. Et le festival, c'est un peu ça. Le festival, c'est le chaos du festival avec la boue, l'ambiance de la nature, l'air libre. Et il y a le côté, on va dire, plus raisonnable avec des ateliers, des conférences. Donc, tu nous avais fait l'honneur, en tout cas, d'en faire une. Des tables rondes. On va pouvoir, avoir ce côté apprentissage. Et donc, c'est ce que j'ai voulu, en tout cas, amener dans le festival. C'est ce côté de raisonnable, mais avec du chaos, et aussi de prendre soin de l'individu RH. Comme tu le dis, les conférences et les congrès, on va pas forcément s'intéresser à l'individu RH. C'est quand même assez intense comme expérience. Et là, nous, c'est l'objectif, c'est que la personne prenne du temps pour elle, pour se former, pour avoir des introspections, pour se reposer. Il y a même l'année dernière plusieurs entreprises qui sont venues en équipe. Et c'est ça, en fait, que je veux dire, en tout cas au RH, c'est prenez du temps pour vous. Et nous, au festival, on s'occupe de tout, en fait. Alors, c'est vrai que c'était un pari, parce que c'était une première, c'était pas forcément gagné d'avance, il fallait, peut-être rassurer. Par quelle étape tu es passé pour lancer ce festival ?
où les gens, rappelons-le, ont pu quand même danser aussi. Ah oui, danser, voilà. Il y a eu du chant. Il y a eu du rap, il y a eu en tout cas une pièce de théâtre, il y a eu un ancien DRH qui a fait le DJ, qui nous a ambiancé toute la nuit. En fait, bon, il y a eu différents moments, donc c'était de se dire, est-ce que ce concept va plaire? Donc en fait, ce qu'on a fait, et c'est la force des réseaux sociaux, et donc l'importance aujourd'hui des réseaux sociaux, 80% des personnes utilisent les réseaux sociaux, donc nous on a utilisé LinkedIn, et on a en fait lancé un questionnaire avec plusieurs bénévoles du festival. On a eu plus de 250 retours, comme quoi c'est dire est-ce qu'on est complètement fou et on part complètement dans le mur, ou est-ce qu'il y a cette envie en tout cas de connexion. Et à l'unanimité, c'était un grand oui. Les DRH étaient prêts à se déplacer pour participer à ce type d'événement. Donc on a validé, première étape, on valide le concept. D'accord. Deuxième étape, c'est ok, c'est un événement. Il y a des coûts, il y a de l'organisation. C'est moi toute seule, je vais pas m'en sortir. Et donc c'était de rassembler autour de moi, autour de cette idée, autour de cette vision, un groupe de personnes qui avaient envie de casser les codes et de participer en tout cas à ce festival. Donc check, une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes en tout cas. C'est relever les manches et on est allé chercher les financements, chercher les conférenciers, chercher notamment la partie événementielle. Et après, il y avait la partie promotion sur les réseaux sociaux, et grâce à la communauté, à la force des médias aussi qui ont relayé le Lab RH, Parlons RH, qui nous ont aussi aidé à faire connaître l'initiative, ça nous a permis d'arriver aux 250 et plus participantes lors du festival. Et comme tu l'as dit, voilà, ça fait un carton. On a eu des retours très très positifs et c'était vraiment un chouette moment. Ouais. Moi, sincèrement, ce qui m'a le plus impressionné et plu également, c'est le côté extrêmement simple. Oui. Tu vois, les rapports étaient simples, rien n'était guindé. À la limite, on était dans une ambiance profondément humaine, mais avec un grand H. Donc tu me diras, c'est une gageure pour la fonction RH, mais c'est ce qu'ils ressentaient. Les gens se sentaient bien, donc bravo pour ça. Vraiment, c'est formidable. Alors justement, je fais la transition avec l'art. Quelle place, pour toi, peut avoir l'art dans le monde de l'entreprise, dans le monde RH, dans le monde de management? Est-ce que c'est toujours cantonné à l'exposition de quelques tableaux au mur et puis on fait le job, on égaye la vie des gens avec de l'art comme ça? Ou est-ce que ça peut être plus actif pour toi? Déjà, je pense que c'est une profondeur. L'art, comme j'ai dit, pour moi, l'entreprise, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est vrai que quand on va dans une entreprise, c'est froid. Et c'est dommage parce qu'en effet, la créativité, l'innovation va aussi dans le chaos, et on a besoin du chaos et on a besoin du raisonnable. Et donc, il faut aussi libérer, je trouve, les entreprises, même en termes de logistique, d'organisation en interne, que ça soit au niveau des bureaux, etc., pour aller aussi libérer cette créativité qui manque tant aux Français. Il faut savoir qu'il y a une dernière étude, 7% des Français se sentent engagés dans leur travail contre 21% dans le monde. Donc on a vraiment quelque chose à faire ici, et pour moi ça viendra avec l'art, ça viendra avec la créativité, la liberté. Et donc en effet, je pense que au-delà de mettre en effet des tableaux sur le mur, c'est déjà laissons passer les émotions, et je pense que de se dire les choses et d'être dans l'émotion, c'est important. Et de deux, c'est aussi de réimaginer les espaces de vie pour faciliter l'innovation et la créativité au sein des entreprises. Et c'est ça qui va être la clé pour, je trouve, avoir plus d'engagement, plus de sens au travail, que d'avoir des environnements qui sont assez froids, assez impersonnels, malheureusement. Alors, je sais que tu es allé te promener dans notre galerie virtuelle. Oui, ouais. Tu as vu les différentes salles des exposants. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti en regardant toutes ces œuvres de l'artiste Christophe Duron, justement? Oui. J'ai ressenti, c'est comme quand on regarde une œuvre d'art. Moi, je suis une passionnée d'impressionnisme. J'aime de se dire, on a la chance aujourd'hui de voir ces œuvres qui ont été prises dans le temps. Il y a des centaines d'années, on a cette chance-là de pouvoir regarder ces œuvres d'art. Je peux passer des heures à regarder notamment du Renoir. Et là, de se dire, dans cette vitrine, c'est pareil, c'est de se dire, je vais aller découvrir une personnalité avec la vidéo, et ça, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, je trouve un héritage
que vous allez laisser de ces personnes-là une empreinte, en tout cas, et c'est ça aussi qui est important, c'est de laisser une empreinte. Et donc, j'ai ressenti beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté pour ces collaborateurs et ces collaboratrices. C'était vraiment chouette. Et puis, ce côté aussi digital, on rentre dans un nouveau monde, en fait, et j'ai vraiment trouvé ça très sympa. Ouais. Alors moi, ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que derrière chaque portrait, il y a de la part de celui qui est photographié, consciemment ou inconsciemment, un peu du don de soi. Oui. Parce qu'on est dans la transmission. Et effectivement, quand on a créé Gueule de l'emploi, l'idée, c'était avec l'art, toucher le plus grand public, notamment les jeunes. L'idée, c'était de montrer des vrais gens qui s'adressaient au grand public, et notamment aux jeunes, pour parler de leur vie, tout simplement. Pas avec des mots corporels, pas avec des mots d'entreprise ou des éléments de langage, je veux dire, trop classiques. L'idée, c'était véritablement de raconter leur vie. Parce que finalement, c'est ça l'objectif d'une entreprise, c'est de créer des parcours de vie. Il y a encore des RH, alors peut-être les X ou baby boomers, qui parlent de carrière, mais c'est fini ça. L'entreprise, elle doit inventer des parcours de vie. Tout simplement parce que les gens, je crois que ce qu'ils ont de plus précieux, c'est leur capacité, leur envie d'être, donc d'être en vie, clairement. Et ça, merci d'insister là-dessus, parce que la transmission, pour nous, c'est essentiel. Et l'art est un des vecteurs de transmission. C'est un des vecteurs, et même l'écriture, et même dans des choses toutes simples comme des offres d'emploi, l'écriture, on peut avoir des émotions. Sur un livre, on peut pleurer, on peut rire, on peut s'émerveiller. Et tu vois, une offre d'emploi, c'est aussi ce rôle-là de donner envie, en fait, de rejoindre une entreprise. Et donc, il faut qu'on revienne un petit peu aux bases. Et l'art, que ça soit parler, écrit, oral, odeur, et qui vont éveiller nos 5 sens, on doit repartir des bases pour inspirer les salariés, les collaborateurs à rejoindre en tout cas une boîte, et c'est une sacrée mission. Ouais. Tu me fais rajeunir de pas mal d'années, parce que quand j'ai démarré dans ce métier, c'est un métier où on parlait de petites annonces. Okay. Et moi, dès le début, j'ai fait de chaque petite annonce une œuvre d'art. C'est-à-dire que, alors malheureusement, en 2025, quand tu lis les offres d'emploi, c'est souvent pathétique. Le niveau est très bas. C'est des devs de poste mis en ligne, je pense le trait. Mais alors que l'offre d'emploi est par définition la vraie première poignée de main. Tout à fait. Elle est là pour donner envie à quelqu'un de se projeter dans mon monde. C'est ça. Et tu as raison, tout l'art en entreprise, en tout cas sur le plan RH, commence par l'offre d'emploi. Exactement. Partage complètement, malheureusement, trop peu de gens y sont sensibles, mais c'est ton combat avec le Temple RH. Moi, j'ai créé plusieurs agences de communication dans l'univers RH. Ça a été un combat de tous les instants. Et donc, tu vois, nous, aujourd'hui, au Temple, on forme les départements RH à l'écriture. Comment écrire des offres captivantes, en reprenant notamment les codes du marketing, du storytelling, parce qu'on peut en faire des vrais éléments, en tout cas, des éléments de candidature et d'inspiration. Et donc, voilà, c'est de revenir aux bases, et l'art nous apporte ça. L'art est partout, en fait. Donc, l'art est partout. L'art est partout. Et à commencer par la capacité de chacun à faire de sa vie un art de vivre. C'est vrai. Et ça, je pense, c'est vraiment important. Finalement, entre Gueule de l'emploi, ton festival de RH, je vais dire festival de musique, ton festival RH, il y a une volonté commune qui est de sublimer l'authenticité. L'authenticité des organisations, l'authenticité des gens. Oui, l'authenticité, c'est la clé. C'est un peu sur Instagram, je ne sais pas si tu vois un petit peu ces shorts, réalité VS Instagram, et donc on voit une personne dans un endroit magnifique, et puis on voit la réalité où c'est tout cassé, et voilà. Et c'est la même chose. Des fois, on va un peu survendre un collaborateur, un poste, et puis arriver dans l'entreprise, mais c'est complètement à côté de la plaque, et donc on va perdre du temps, hausse du turnover,
turnover, enfin on connaît en tout cas les conséquences. Et donc l'objectif de l'authenticité, c'est juste de raconter ce qui se passe dans la boîte et d'assumer des cultures d'entreprise fortes et radicales. C'est ok, c'est même mieux, ça permet aussi de filtrer ces candidats et ces candidates. Pas besoin de survendre, pas besoin voilà, l'objectif c'est être authentique, assumer ses prises de position en tant qu'entreprise, et c'est là où la magie va s'opérer. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que ça fait écho à des commentaires de plusieurs exposants de Gueule de l'Emploi qui sont venus exposer, mais sans arrière-pensée, sans objectif, tu vois, et qui finalement constatent que ça augmente leur candidature spontanée. Beaucoup de gens leur disant « ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, ça sonne vrai ». Bah oui. Donc on est bien dans ce que tu prônes. Ouais, tu vois, nous au Temple, donc on forme aussi sur la prise de parole, et notamment on prend le principe de la triade d'Aristote. Donc on va avoir la raison, on va avoir les émotions et l'identité, et les gens en fait vont être animés par ce dernier niveau qui est identité, et on rejoint une entreprise parce qu'elle va partager les mêmes valeurs que nous, et c'est ça la clé, c'est d'animer sur l'identité plus que sur la raison. Alors c'est marrant, j'allais te poser la question justement, les 3 enjeux pour travailler cette authenticité dans le monde RH, donc on revient à la triade d'Aristote alors. C'est ça ? Voilà, je pense qu'en tout cas, la première clé, c'est la culture d'entreprise. Je pense que tu le sais très bien, d'avoir une culture d'entreprise, une vision, des valeurs. Ça me paraît en tout cas la base de toute entreprise. Et puis, en effet, on va avoir, nous, on a en tout cas un framework autour de cette triade, avec notamment des éléments de marque employeur, l'offre, le site carrière, la prise de parole sur les réseaux sociaux, les avantages, la partie rétention, comment aussi donner envie. Et on est d'accord, la mutuelle remboursée à 50% et les congés payés, c'est pas des avantages, c'est juste des obligations légales. Donc c'est vraiment de repenser qu'est-ce que moi dans mon entreprise, quelle histoire j'ai envie de raconter et quels éléments j'ai envie de partager aux personnes qui vont rejoindre en tout cas mon histoire. D'accord. Alors on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Moi j'aimerais bien que tu nous partages peut-être tes rêves à venir, que tu nous embarques un peu dans tes rêves. C'est quoi tes projets ? Est-ce que tu as d'autres projets artistiques ? Oui, déjà en fait le Festival RH c'était sa première édition, donc c'est d'ancrer le Festival RH comme un événement incontournable dans la sphère RH. Donc là on va relancer en tout cas sur une seconde édition là en octobre. Et puis après c'est vraiment de former, d'informer et de former. Donc aussi la formation, ça va avec l'information. Donc on est en train de monter un média sur le monde du travail, pas que RH mais sur le monde du travail, où on a envie d'avoir des salariés, des managers, des CEO, des PDG, des RH, pour réconcilier en tout cas tout ce monde dans l'entreprise avec des émissions, des reportages, des interviews. Donc ça, on a vraiment envie de le faire. Donc c'est une œuvre aussi de création sur une chaîne YouTube. Et de l'autre côté, la formation, où là, en effet, on veut un petit peu réimaginer comment on apprend aujourd'hui, parce que souvent, les offres de formation RH, on doit prendre 2 jours dans un endroit spécialisé. Là, l'objectif, c'est de se dire comment une formation peut s'imbriquer dans mon quotidien de RH et que ça soit aussi fun, agréable pour tout le monde. Et l'objectif, c'est de passer à l'action. Et souvent, ça manque beaucoup dans les programmes de formation. D'accord. Je vous l'avais dit, elle est active, Maud. Alors, je vais terminer en te posant une rafale de petites questions à laquelle je vais te demander de répondre de manière très courte, voire en un mot. Okay. C'est vraiment la cascade. Pour toi, l'art en entreprise, c'est c'est essentiel. D'accord. L'art que tu aimes le plus ? L'art que j'aime le plus, c'est le cinéma. Qu'est-ce qui t'émeut le plus dans l'art ? Qu'est-ce qui m'émeut le plus dans l'art, c'est la peinture. Et qu'est-ce qui t'émeut le plus en entreprise ? En entreprise, c'est quand un salarié ose venir vers moi et me raconte notamment ses difficultés, ses problèmes. Ça m'émeut énormément parce qu'il me fait confiance, il me livre une partie de sa vie et je me sens comme le gardien ou la gardienne de son partage. Et ça, pour moi, ça me donne, rien que d'en parler, ça me donne des frissons parce que je trouve que c'est la plus belle récompense en tant que RH que l'on peut avoir. C'est cette confiance qu'on nous livre. Et que ça va aussi pour les fondateurs que pour les salariés. Ouais. Alors, ce que tu détestes le plus en entreprise ? C'est le blabla pour rien dire, quoi. Les réunions, on perd 1 heure,
sans action concrète, ouais. C'est clair, c'est fréquent, oui. Et si tu devais définir en un mot ton job aujourd'hui, parce que tu vas faire plein de choses, en un mot. En un mot, c'est d'être un accélérateur, un catalyseur, un électron pour faire avancer les choses, ouais. Bah écoute, merci infiniment. Une fusée. Merci infiniment pour toutes ces réponses, ce partage. Je pense que tu as embarqué toutes les personnes qui vont écouter et voir ce podcast dans ta passion. C'est important. Je pense que ce monde d'entreprise, ce monde RH, plus que jamais, il a besoin de passionnés. Plus que jamais, il a besoin de gens qui parlent avec leur cœur. Pas uniquement avec le compte d'exploitation et le crayon à la main, non, mais avec le cœur. Parce que plus que jamais, on a besoin de ça. J'ai été très sensible au témoignage que je viens de faire sur la personne qui vient te voir pour parler d'elle. Parce qu'à un moment donné, aller vers l'autre, l'écouter, le regarder... ça porte un nom, c'est la considération. Exactement. Et je crois que la fonction RH, c'est elle, je crois elle seule, qui peut véritablement réhabiliter cette notion de considération. Et on a encore beaucoup à faire. Ouais. Il y a beaucoup à faire. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast à Réemploi. Alors, je suis sûr que vous avez tous pris du plaisir à écouter Maude. Avant que notre prochain épisode, je vous invite à regarder, à visiter, si vous ne l'avez pas déjà fait, évidemment, notre exposition Gueule de l'emploi. Et Maude nous a donné rendez-vous à son prochain festival RH. À très bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.